Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des actions que je viens d'acheter la semaine dernière suite à la baisse qu'on a eue sur les marchés. Mais avant ça, je commencerai dans la première partie de la vidéo à faire un point sur la situation du marché et notamment pourquoi on peut avoir le sentiment en ce moment que le marché et certains indices ne pèsent pas beaucoup alors qu'on voit pas mal d'actions en chute libre. Aussi, à la fin de cette première partie, je vous montrerai comment moi je me prépare personnellement à une plus forte baisse. Et enfin, dans la deuxième partie, je vous montrerai les actions que je viens d'acheter la semaine dernière durant cette baisse. Alors honnêtement, je vous encourage fortement à regarder cette première partie de la vidéo parce que je pense qu'elle est assez intéressante. Mais après, évidemment, comme d'habitude, je vous mets le sommaire dans la description si vous voulez avancer plus loin. Alors tout d'abord, je vous ai mis le graphique du VIX. Alors je vous l'avais déjà montré il n'y a pas longtemps. Globalement, c'est la volatilité sur le S&P 500. Donc on voit qu'on est encore très très loin des hauts de mars 2020. Cependant, on est quand même pas mal remonté par rapport à ces dernières semaines et vous voyez qu'on revient sur des points assez hauts. Ensuite, si on va voir le S&P 500 et on en parlera un petit peu plus tard, il a corrigé, mais pas tant que ça. Par contre, si vous regardez toutes les actions que j'ai, donc là, vous voyez, c'est une liste de suivi que j'ai avec pas mal d'actions de mon portfolio notamment. Regardez, il y a tout en rouge, je crois qu'il n'y en a pas une seule en verte. Voilà. Alors du coup, comment expliquer que le S&P 500 il est aussi peu baissé, alors que si vous allez regarder des entreprises, je sais pas, on peut aller prendre Square par exemple, qui est quand même une grosse entreprise, on voit que c'est une entreprise à plus de 80 milliards, c'est une entreprise qui est vraiment tombée fortement, etc. Alors la raison, elle est assez simple, c'est parce que quand vous regardez le S&P 500, les 10 premières actions représentent plus de 30% de tout l'indice, donc de tout l'ETF dans ce cas. Et ces actions, si vous les regardez dans le détail, la plupart n'ont pas beaucoup corrigé. Alors Microsoft a très peu bougé, Apple non plus, Google non plus, Amazon un petit peu plus, Tesla un petit peu plus, Facebook, je crois que c'est celle qui a dû le plus corriger de toutes, Nvidia est toujours à un plus haut historique, et pareil pour Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase et United Health. Donc voilà, ce sont les entreprises qui bougent assez peu, d'ailleurs on peut aller le voir, hein, si vous regardez Google, vous voyez, on corrige un peu comme le S&P 500, on va aller chercher Microsoft, voilà, ça corrige assez peu non plus. Nvidia, pareil, on est toujours sur un plus haut historique. Il n'y a que Facebook, comme je vous disais, qui, voilà, Facebook avait quand même bien mieux corrigé. Mais donc vous voyez, ça peut être assez trompeur, parce que si vous prenez le S&P 500, il corrige assez peu. D'ailleurs, si on va sur NBC, sur CNBC, on voit qu'il a corrigé de même pas 1% vendredi. Le Nasdaq un petit peu plus à cause de la tech, notamment quand je vous montrais Square, etc., qui ont baissé. Mais voilà, quand vous regardez, on pourrait croire qu'on est juste sur une baisse qui est quand même pas négligeable, hein. On est sur du 2% sur le Nasdaq, c'est quand même pas mal pour un indice, mais on n'est pas sur une baisse incroyable. Alors que si vous allez voir certaines actions comme moi j'achète en ce moment, elles se sont vraiment cassées la gueule, entre guillemets. D'ailleurs aussi, j'ai regardé ce matin, là on est samedi matin, les cryptos sont en train de fortement tomber. Je pense que je vais faire un petit peu de DCA dessus aussi pour information. Alors maintenant, quels sont pour moi les principaux facteurs de cette baisse? Alors, premièrement, il y a tout ce qui est lié au central bank, à l'inflation et à la Fed. Donc on sait que Jérôme Powell va ralentir le tapering, donc ils vont ralentir les achats d'obligations. On se doute aussi qu'il a beaucoup de pression de la part du président américain pour combattre l'inflation, parce que lui, politiquement, derrière, il y a un intérêt. Et donc, je pense que les marchés anticipent une remontée des taux en 2022, comme on en a déjà parlé dans le passé. Et une remontée des taux, ça implique généralement une baisse du marché. Si vous vous rappelez, en décembre 2018, on avait eu aussi une correction de pas loin de 20% sur en gros un mois et demi, 2 mois du marché. Et cette correction, elle était liée avec une annonce de remontée des taux à l'époque. On a évidemment aussi toutes les peurs sur la pandémie, c'est pas à négliger. S'ils remettent des restrictions, notamment sur le voyage, sur certains secteurs de l'économie, les business vont énormément en pâtir et donc ça va se voir dans les résultats en bourse. Alors par rapport à l'inflation, je voulais aussi revenir là-dessus. Ça fait pas mal de mois que les banques centrales n'arrêtent pas de dire que ça va rebaisser, que c'est du temporaire, etc. Et moi, dans mes vidéos depuis plusieurs mois, je répète que, à mon avis, j'ai certainement tort, les banques centrales ont certainement raison, mais mon avis c'était que l'inflation elle va continuer pendant au moins un an ou deux, tout simplement parce que ce que je vois dans l'industrie c'est en total désaccord avec ce que disent les banques centrales. Par contre, je suis d'accord que sur du long terme, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc., on va peu avoir d'inflation, tout simplement à cause de tout ce qui est disruption, de tout ce qui est amélioration de la productivité au travail, etc. Et donc pour moi, sur le long terme, on est plus sur de la déflation que sur de la forte inflation. Mais court terme, je ne suis pas d'accord, et court terme, je pense qu'il peut y avoir de l'inflation, et je pense que les taux vont remonter, du moins aux États-Unis. Évidemment, il n'y a rien de garanti là-dedans, je vous fais que partager mon avis et ce que je pense qui se passe actuellement, et comme je le dis à chaque fois, je ne vous donne pas suffisamment de conseils en investissement, je fais que vous partager mon parcours d'investisseur. Alors avant de passer sur la partie à comment je me prépare par rapport à cette situation,
Je tiens à vous préciser que évidemment je n'essaie pas du tout de timer le marché. D'ailleurs, je viens de mettre plus de 2100 € je crois encore la semaine dernière. Donc vous voyez, je fais du DCA, je crie pas au loup, j'achète à la baisse quoi qu'il arrive, j'achète un petit peu tous les mois. Par contre, je me prépare à une plus grosse baisse parce que s'il y a une plus grosse baisse, je dois avoir du cash de côté pour vraiment acheter notamment cette grosse tech qui ne veut pas baisser pour l'instant. Très bien, donc passons maintenant sur la partie sur comment je me prépare par rapport à une possible baisse. Alors tout d'abord, on va parler de mon cash. Donc c'est le cash, c'est l'argent que j'ai disponible en euros ou en dollars notamment. Et après, un petit peu plus tard, on verra mon plan pour essayer de gérer cette peur sur les marchés. Donc tout d'abord, premièrement, j'ai toujours mon fonds d'urgence. Donc pour moi, on est autour de 6 mois de dépenses, sachant que je suis quelqu'un qui dépense pas beaucoup d'argent au quotidien pour vivre. Mais bon, il n'empêche qu'il faut l'avoir. Ce fonds d'urgence peut me permettre par exemple de réparer le toit qui fuit, de racheter une voiture si je pète la voiture, de changer, je sais pas moi, une machine à laver, ce que vous voulez. Bref, j'ai de l'argent pour tenir plusieurs mois en cas de problème. Ensuite, le deuxième point qui est quand même pour moi assez important, c'est une fois que vous avez fait votre fonds d'investissement, pour déterminer combien de cash vous devez garder pour investir ou pas, vous devez aussi vous poser la question, est-ce que vous avez d'autres projets à venir? Je parle de projets court terme, donc de projets sous 6 mois par exemple. Moi personnellement, je vais réacheter bientôt un bien immobilier. Donc en ce moment, j'ai pas mal d'argent de côté pour faire un apport sur un bien. L'objectif, c'est de faire un financement à 110%. Donc l'objectif, c'est de ne pas débourser un centime, que la banque paye même le notaire. Cependant, vous ne savez jamais en avance si la banque va l'accepter ou pas. Donc pour ça, il faut avoir un dossier béton, avoir des comptes en bancaire très sains, montrer que vous avez de l'argent de côté. Il faut aussi montrer que vous avez chaque mois une forte capacité d'épargne, etc. Donc c'est mon cas, mais on ne sait jamais. Donc si vous voulez, en ce moment, je garde quand même une assez belle somme d'argent, une grosse somme d'argent par rapport à la taille de mon patrimoine, hein, évidemment, mais je garde quand même une belle somme d'argent au cas où j'ai à faire un apport sur un bien immobilier. Et si vous voulez, si je fais ça, c'est parce qu'il est hors de question que je rate un coup en immobilier, parce que j'avais pas prévu d'avoir de l'argent de côté au cas où on me demande un apport. Donc voilà, moi ça c'est la deuxième question que je me poserai. Est-ce que je vais avoir besoin à court terme de l'argent pour faire par exemple une acquisition dans l'immobilier, mais si vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, ça peut être pour acheter un nouveau matériel, pour faire de l'investissement, du private equity, etc. Sachant que ce qui est génial avec ça, c'est que c'est un double-edged sword, c'est-à-dire que l'argent, en ce moment, il dort pour un projet. Par contre, si le projet, j'arrive à le faire à 110%, sachant que ça risque d'être entre janvier et avril, et ben tout cet argent que du coup j'aurais pas eu besoin pour l'IMO, et ben instantanément je peux le repasser dans la troisième catégorie qui peut aller en bourse. Et donc du coup cette troisième catégorie, ben, c'est l'argent qui me reste, tout le cash disponible que j'ai une fois que j'ai mon fonds d'investissement et que j'ai les projets court terme. Et donc ça c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin pour les 5 à 10 prochaines années, du moins c'est ce que je me dis parce que je vais le mettre sur des actifs où vous pouvez littéralement perdre la totalité de votre investissement, notamment par exemple sur les actions ou de la crypto. Et donc cet argent, il est prêt à déployer sur les marchés. Alors moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, je fais du DCA, donc du dollar cost averaging. Donc les entreprises que je trouve actuellement être entre guillemets de bonnes affaires ou tout simplement sur des ETF ou sur de la crypto, tous les mois, je mets plusieurs milliers d'euros. Par contre aussi, si on a une grosse baisse sur la tech, j'hésiterai pas à venir mettre beaucoup plus. Les actions que je vous montrais tout à l'heure, les fameux Google qui ne veulent pas baisser, Amazon qui ne veulent pas baisser, etc. Enfin, Amazon baisse un petit peu, mais il baisse pas encore sur les 3000 où j'aimerais l'acheter notamment, ou Google qui baisse, mais qui n'est pas encore au-dessous des 2006, 2005 où j'aimerais vraiment l'acheter vers les bas ici. Tant que ça se passe pas, je garde l'argent de côté, je suis à 20, plus de 20% de cash. Par contre, si ça baisse, je suis prêt à descendre jusqu'à 5%, voire 0% de cash de côté. Quand je dis 0%, c'est 0% de cette catégorie. Évidemment, ici, je dépense pas l'argent, sauf en cas d'urgence. Donc voilà pour la gestion de mon cash. Et maintenant, on va passer donc sur la partie où comment, entre guillemets, je vais gérer cette part du marché. Alors tout d'abord, il est hors de question que je fasse l'erreur d'essayer d'acheter au plus bas et entre guillemets, comme on dit en anglais, de timer le marché. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout essayer de trouver quand est-ce que le S&P 500 va toucher le plus bas pour acheter vraiment au plus bas. Je suis persuadé que je suis incapable de le faire. Je suis persuadé que si vous arrivez à le faire, c'est de la chance. Ou alors vous êtes vraiment les traders les meilleurs du monde. Mais moi, personnellement, je suis incapable de le faire, donc je ne vais pas le faire. Et c'est pour ça que tous les mois, j'achète. Et comme on va en parler dans la dernière partie, je vais vous montrer les actions sur lesquelles j'ai encore mis plus de 2000 € la semaine dernière. Et donc, j'investis tous les mois. Et donc évidemment, je continue à acheter les entreprises. Et en ce moment, j'achète un certain type d'entreprise. Ça, c'est en grande partie dû à l'inflation. J'achète des entreprises qui ont une forte croissance au niveau des revenus bruts et nets et une forte croissance de la marge.
ou alors si ce sont des entreprises assez spéculatives, parce que j'ai une petite partie de mon portfolio qui est spéculative, dans ce cas-là, c'est au moins des forts potentiels de croissance et des forts potentiels de marge future. Et si je fais ça, c'est tout simplement parce que quand on est dans un monde où il y a beaucoup d'inflation, une entreprise qui a des grosses marges, elle a beaucoup plus de possibilités de varier ses prix, notamment par exemple en baissant ses marges, et elle sera toujours dans le positif. Alors que si vous prenez une entreprise, notamment dans tout ce qui est la production d'énergie, les productions de matières premières, etc., ce sont des marges très faibles. Et en cas d'inflation, ce sont des entreprises qui souffrent beaucoup plus, notamment Warren Buffett parle beaucoup de ça. Et c'est vrai qu'en temps de forte inflation, avoir des entreprises comme Google, Apple, Amazon, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que d'avoir des entreprises dans les commodities, par exemple. Très bien, donc j'en ai fini avec cet aparté. Ensuite, le deuxième point, je me prépare plus que jamais à acheter très fort s'il y a une forte correction. Donc ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Actuellement, vous allez voir les actions que j'ai achetées juste après, ce ne sont pas les grosses actions du S&P 500, c'est pas Google, Amazon, Apple, Tesla, ce sont des plus petites entreprises parce qu'elles baissent plus en bourse en ce moment. C'est ce que je vous montrais au début, que le S&P 500 il est à moins 0,85%, alors que vous avez des autres actions où vous êtes à moins 6, moins 7 sur Etsy, Lemonade moins 7, etc. Je crois que Square aussi, vous voyez, Square moins 5, et si on regarde Square, il a fait une énorme baisse ces temps-ci. Donc voilà, ce sont les entreprises qui corrigent plus. Par contre, je garde une grosse partie de mon cash de côté. Et si demain le S&P 500 vient à tomber de 10% par exemple, j'ai assez d'argent pour aller acheter du Amazon, du Google et du Tesla de façon assez conséquente, encore une fois, par rapport à mon patrimoine. Très bien, et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est tout simplement de gagner plus d'argent. Personnellement, en ce moment, je suis à fond dans tout ce qui peut me faire rentrer de l'argent. Je passe des heures supplémentaires sur toutes mes sources de revenus pour essayer de les augmenter. Je fais l'inventaire de tout ce que j'ai, que je me sers plus, des appareils électroniques, même j'ai vendu il n'y a pas longtemps un véhicule, etc. Je vends tout ce que je peux pour rentrer du cash pour investir, parce que si vous voulez, au final, ça me libère l'esprit, je possède moins de choses, je tends un petit peu plus entre guillemets vers le minimalisme, même si c'est un courant dont j'adhère pas forcément. J'ai beaucoup de matériel informatique, j'ai l'ordi, le micro, tout ce qu'il faut pour enregistrer mes vidéos. Cependant, je tends à me débarrasser de tout ce qui a de la valeur et dont je ne me sers pas depuis plusieurs mois pour rentrer de l'argent parce que ce sont des choses qui dévaluent, ce sont des liabilities et donc je m'en sépare en ce moment pour essayer de rentrer au maximum de cash parce que je vois des opportunités sur le marché. De la même façon, j'ai plusieurs sources de revenus. En ce moment, je me bouge à fond sur l'immobilier pour trouver des bonnes affaires, notamment parce que les taux sont toujours au plus bas, etc. Très bien, donc j'en ai fini avec cette longue première partie. Maintenant, on va enfin passer sur les actions que j'ai achetées la semaine dernière. Alors, j'ai investi un petit peu plus de 2100 € sur ces actions. Et alors, la première que j'ai achetée, il s'agit de SoFi. Donc, SoFi, entreprise de la fintech sur laquelle j'avais déjà une belle position. Je vous avais fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en description comme d'habitude, vous pourrez aller la voir si vous voulez. Donc alors je vais aller passer assez vite dans les actions, je ne vais pas rentrer en détail sur toutes, il y en a beaucoup, j'ai déjà fait des vidéos dessus, surtout n'hésitez pas à aller les voir. La deuxième action que j'ai achetée, c'est Etsy. Etsy, pareil, je l'ai acheté parce qu'elle a fait 3 jours de très forte baisse. D'ailleurs, je vous en avais pas parlé dans la vidéo que je vous avais fait sur les actions du mois prochain parce que on était là et je m'attendais pas à ce qu'elle baisse autant. Mais elle a baissé, baissé, baissé. On se rapproche dangereusement de ma ligne de rachat. Donc j'ai rouvert une petite, j'ai remis un petit peu, j'ai pas remis beaucoup, mais si elle baisse encore, je vais remettre beaucoup sur cette action. Sachant que vous voyez, la plupart des actions que j'achète, j'ai des lignes d'achat. En général, en bleu, c'est mon coût d'achat moyen et en violet, c'est ma ligne sur laquelle j'aimerais racheter. Donc vous voyez, je fais ça tout simplement et j'ai ma liste d'achat parce que le jour où ça tombe, il faut aller très vite, il faut être réactif, il faut savoir ce qu'on veut d'avance. Et moi, les actions que je veux, je les connais, elles sont déjà dans mon portfolio. Et en bas, j'ai d'autres actions que je surveille en ce moment, notamment AMD, dont je vous ai beaucoup parlé en ce moment, j'attends qu'elle baisse, etc. Ensuite, l'autre action que j'ai achetée, celle-là, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, il s'agit de Square. Donc ça y est, vous voyez, j'ai enfin acheté Square comme j'en avais parlé dans la vidéo sur mes actions du mois de décembre. J'ai ouvert une belle position, j'ai dû acheter 5 ou 6 actions, je crois de souvenir, en 2 points. Et si elle continue à baisser, je vais encore acheter. Ensuite, comme je vous en avais parlé aussi dans la vidéo de dimanche, j'ai racheté du Palantir. Donc vous voyez, j'en avais acheté le mois dernier, j'ai encore racheté à 18$ ici. Ensuite, j'ai remis aussi un petit peu dans les énergies renouvelables sur BEPC. C'était pas spécialement prévu, mais vous voyez, elle est encore tombée, je vais regarder le pourcentage, elle a encore baissé de 5-6%. Moi, je l'aime bien vraiment autour des 35$. J'avais racheté ici parce que ça faisait longtemps qu'elle faisait le yo-yo, donc j'avais essayé de racheter un petit peu plus bas sur ce range ici. Et là, vu qu'elle a cassé le range, vous voyez, on avait 3 très forts supports au niveau de ma ligne violette. Je ne l'avais pas mise ici par hasard, hein.
Et bon, ça c'est de l'analyse technique, vous savez très bien que j'en fais assez peu, mais n'empêche que ça vous permet de détecter des baisses. Là on a cassé, effectivement de suite après on a baissé. C'est de la psychologie, c'est pas quelque chose de fondamental, mais ça m'aide à faire des points d'entrée. Et donc du coup j'en ai racheté. Ensuite j'ai aussi racheté du Corsair. De la même façon, vous voyez, Corsair, on a cassé, ici on était sur une forte résistance, on l'a cassé un petit peu, j'en avais acheté, et là on l'a recassé fortement, donc j'ai réinvesti encore un petit peu sur Corsair, entreprise que j'apprécie aussi beaucoup dans tout ce qui est le streaming, etc. C'est vrai que je suis un petit peu influencé parce que bon, même moi je fais des vidéos YouTube, donc je suis peut-être un petit peu bias. C'est pas la plus grosse entreprise de croissance du monde, mais il n'empêche que sur le long terme, c'est une belle entreprise dans laquelle je crois. Et enfin, la dernière entreprise que j'ai rachetée, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps et j'en ai encore racheté, il s'agit de Teladoc. Donc voilà, Teladoc, elle continue à baisser. J'en achète au fur et à mesure. J'achète à chaque fois une ou deux actions. À chaque fois, je ne remets pas 1000 dessus. Je mets 100 euros, 200 euros à chaque point. Et donc, si elle baisse, je continue à acheter. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo pour aujourd'hui. Soyez certains que je vais continuer à vous tenir au courant des actions que j'achète. Et si on continue à baisser fortement, je vais investir encore. Sachant que quand même, je vais essayer de rester toujours entre 15 et 20% de cash du moment qu'on n'aura pas une grosse correction, pardon, on va revenir au graphique du S&P 500, du moment qu'on n'aura pas vraiment une forte correction d'au moins, voyez, 5-10%, si on revenait sur les niveaux là que je vous montre actuellement, alors là, forcément, ça voudrait dire que vous avez Google qui est en train de tomber, Microsoft qui est en train de tomber, parce qu'en fait, ces entreprises contrôlent plus de 30% du S&P 500. Donc quand elles vont toutes tomber, le S&P sera aussi dans le négatif, et à ce moment-là, mes 15-20% de cash vont certainement baisser à 5%, parce que je déploierai peut-être 10 000, 20 000, parce que quand vous achetez une Amazon à 3 000, une Google à 3 000, que vous mettez encore 2-3 000 sur Microsoft pour en acheter une dizaine d'actions, bon bah là du coup le cash va forcément fortement tomber. Bref, j'en ai fini avec cette vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires, me mettre un petit like, moi ça me pousse toujours à vous faire plus de vidéos. Et sur ce, bien écoutez, comme à chaque fois, je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine, et on se parle dans la prochaine vidéo.